Nous considérons les musées comme des refuges. Dans l'imaginaire collectif, ce sont des temples silencieux, presque sacrés, dédiés à la connaissance, à la beauté et à la préservation de notre patrimoine commun. Nous arpentons leurs galeries feutrées avec un sentiment de sécurité absolue, persuadés que les vitres épaisses qui nous séparent des objets exposés suffisent à dresser une barrière infranchissable entre le présent et le passé. Nous croyons, avec une naïveté touchante, que ce qui est mort est inerte, que l'histoire, une fois cataloguée, étiquetée et placée sous une lumière artificielle, devient inoffensive, domestiquée par la raison humaine. C'est une illusion, une fragile construction de l'esprit destinée à nous rassurer. Il existe, disséminées à travers le monde, des collections que le public ne soupçonne pas, ou qu'il ne voit qu'à travers le prisme déformant de la fiction. Des objets enfermés dans des caissons de plomb pour contenir leur radiation, immergés dans des solutions chimiques instables prêtes à exploser, ou scellés par des rites religieux oubliés depuis des siècles pour contenir des forces que la science peine encore à nommer. Poison qui sature de l'air de particules invisibles, radiation éternelle rongeant l'ADN, malédiction ayant brisé des lignées entières, ou agents pathogènes en sommeil attendant patiemment leur heure. Ces artefacts ne sont pas de simples reliques poussiéreuses, ce sont des prédateurs. Certains agressent le corps, corrompant les cellules et empoisonnant le sang avec une efficacité terrifiante. D'autres s'attaquent à l'esprit, défiant la raison, invitant la folie et provoquant des catastrophes qui défient les lois de la probabilité. Mais avant de franchir le seuil de ces archives interdites et de lever le voile sur ces réalités dérangeantes, je vous invite à préparer votre esprit. Éteignez les lumières. Mettez votre casque pour percevoir chaque nuance de ce récit. Et si vous avez le courage de nous accompagner dans cette exploration hebdomadaire de l'étrange, de l'interdit et du macabre, rejoignez notre cercle d'initiés en activant la cloche des notifications maintenant. Car une fois cette vidéo lancée, une fois que vous aurez vu ce que nous allons vous montrer, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Aujourd'hui, nous allons franchir les cordons de sécurité. Nous allons descendre dans les sous-sols verrouillés de l'humanité pour examiner ce que les conservateurs redoutent le plus. Du tragique au toxique, de la rigueur scientifique à l'insondable surnaturel, voici le classement définitif, détaillé et terrifiant des 10 objets les plus dangereux jamais gardés par l'homme. Numéro 10, le géant trahi du musée Hunterian. Nous ouvrons ce dossier à Londres, dans l'atmosphère brumeuse de la fin du XVIIIe siècle, avec une horreur qui n'est pas chimique, mais profondément morale. Une tragédie qui résonne à travers les siècles, comme le cri d'une âme trahie par ceux-là même qui avaient juré de la protéger. Au cœur du prestigieux musée Hunterian, une institution vénérable de la chirurgie britannique, les visiteurs se sont pressés pendant près de 2 siècles par millions. Ils venaient observer avec une curiosité morbide, mêlée de fascination et de dégoût, un squelette colossal, s'élevant à 2,30 m au-dessus du sol. Ces ossements, d'une blancheur ivoire, appartenaient à Charles Byrne, un homme connu de son vivant sous le nom de géant irlandais. Mais ce que la plaque explicative a longtemps omis de dire, c'est que cette exposition n'était pas un hommage à la nature, mais le résultat d'un crime sordide contre la dignité humaine. Imaginez la vie de Charles Byrne dans les années 1780. Atteint de gigantisme acromégalique, une condition causée par une tumeur de l'hypophyse qui inonde le corps d'hormones de croissance, sa vie quotidienne était un calvaire de douleurs articulaires constantes. Ses os grandissaient plus vite que ses muscles ne pouvaient s'y les soutenir. Pour survivre, il était contraint de s'exhiber comme un monstre de foire dans les théâtres de Londres, subissant les moqueries et les regards effrayés de la populace. Mais Byrne, malgré sa condition, possédait une intelligence vive et une lucidité terrifiante sur son propre sort. Il savait qu'il mourrait jeune. Son cœur, trop sollicité pour pomper le sang dans ce corps immense, finirait par lâcher. Et il n'avait qu'une seule peur, une terreur absolue qui le hantait jour et nuit, bien plus que la mort elle-même. Finir sur la table de dissection des anatomistes. À cette époque, la chirurgie était une discipline vorace, en pleine expansion, et les médecins comme le célèbre John Hunter étaient des collectionneurs impitoyables. Hunter, génie médical mais homme dénué de scrupules, voyait en Byrne non pas un patient mais un trophée. Le géant, sentant sa fin approcher, avait donc pris des dispositions drastiques. Il avait laissé des instructions strictes et payé d'avance une somme considérable. À sa mort, son corps devait être immédiatement enfermé dans un cercueil de plomb,
transporté au large des côtes britanniques et jeté au plus profond de l'océan, là où personne, et surtout pas les scalpels de Hunter, ne pourrait jamais le retrouver. Mais la cupidité des hommes est sans limite. À sa mort, en 1783, alors que le cortège funéraire se dirigeait vers la côte, John Hunter a intercepté les porteurs du cercueil. Il les a soudoyés, avec une somme astronomique pour l'époque, l'équivalent de plusieurs années de salaire. Le corps n'a jamais atteint la mer. Il a été détourné dans la nuit vers le laboratoire du chirurgien à Leicester Square. Là, dans le secret de la nuit londonienne, alors que le public croyait le géant reposant en paix sous les vagues, le corps de Byrne a été démembré. Hunter a fait bouillir les restes dans de gigantesques chaudrons d'acide pour dissoudre les chairs rapidement, ne laissant que les os blanchis, prêts à être montés. Pendant 200 ans, le squelette de Byrne a été exposé, violant sa dernière volonté chaque jour, chaque heure, sous le regard de la foule. Ce n'est que très récemment, en 2023, que le musée a cédé à la pression éthique grandissante. Le danger ici est existentiel et philosophique. Cet objet nous rappelle brutalement que la science, lorsqu'elle est dénuée de conscience et d'empathie, n'est qu'une barbarie sophistiquée. Numéro 9, la main de gloire du musée de Whitby. En 9e position, nous quittons la science pour plonger dans les ténèbres du folklore macabre de l'Angleterre rurale. Au musée de Whitby, une petite ville côtière du Yorkshire du Nord, célèbre pour ses ruines gothiques battues par les vents et pour avoir inspiré l'arrivée du comte Dracula, dans le roman de Bram Stoker, repose un objet sorti tout droit d'un cauchemar médiéval, la main de gloire. À première vue, sous sa cloche de verre sécurisée, cela ressemble à une racine noueuse, noirâtre, recouverte d'une texture cuirassée et desséchée. C'est en réalité une main humaine, la main droite, coupée au poignet, d'un criminel pendu au gibet, figé dans une crispation éternelle. Selon les grimoires de sorcellerie du XVIIe siècle et les traditions occultes locales, la fabrication de cet objet nécessitait un rituel d'une atrocité rare, mêlant alchimie et nécromancie. La main devait être tranchée alors que le cadavre se balançait encore au bout de la corde, fraîchement exécutée, capturant ainsi l'énergie de la mort violente. Elle était ensuite marinée dans un mélange complexe de sel, de salpêtre, de poivre long et d'urine, afin de la conserver éternellement. Puis, elle devait être séchée à la fumée de verveine et de chêne pendant les jours de canicule, un processus lent qui transformait la chair en une substance dure comme le bois. Mais l'abomination ne s'arrête pas là. Les doigts de cette main servaient de chandeliers macabres. Les mèches étaient tissées à partir des propres cheveux du pendu. Et la cire utilisée pour les fixer aux extrémités des doigts était faite de la graisse humaine fondue, prélevée sur le même cadavre. C'était l'outil ultime, l'arme absolue des cambrioleurs des siècles passés. La légende, à laquelle les populations rurales croyaient fermement, affirmait que, une fois allumée, la main de gloire plongeait tous les habitants de la maison visée dans un coma surnaturel. Les victimes restaient figées dans leur lit, les yeux grands ouverts, incapables de bouger le petit doigt ou de crier, bien que parfaitement conscientes de ce qui se passait autour d'elles. Elles voyaient les voleurs piller leur foyer sans pouvoir intervenir. Seul du lait frais pouvait éteindre la flamme maléfique, brisant ainsi le sortilège. Découverte cachée dans le mur d'une vieille chaumière de Castleton en 1935, cette main est une preuve physique de la puissance et de la noirceur des croyances occultes d'autrefois. Bien qu'elle soit aujourd'hui éteinte et inerte, elle conserve une aura maléfique indéniable, témoin silencieux de nuits de terreur et de profanation. Numéro 8, l'arche de Noé toxique du musée d'Elbridge. En 8e position, le danger change de nature. Il devient invisible, inodore et mortellement concret. Le musée d'histoire naturelle d'Elbridge, situé à Sioux Falls dans le Dakota du Sud, a longtemps été une fierté locale. Avec sa collection impressionnante de 150 animaux taxidermisés, figés dans des poses héroïques capturant la majesté de la faune mondiale, il attirait les foules. Mais en 2023, ce sanctuaire de la nature Mount a été déclaré zone à risque biologique majeur par les autorités sanitaires et ses portes ont été scellées, chaînées, peut-être pour l'éternité. Le coupable est une technique oubliée, vestige d'une époque industrielle où la sécurité sanitaire était une notion inexistante. Au début du XXe siècle, et particulièrement dans les années 1920, les taxidermistes menaient une guerre constante contre les insectes nécrophages, les mythes et les larves qui dévoraient leurs précieuses créations. Pour gagner cette guerre et assurer l'immortalité de leurs trophées,
ils ont utilisé l'arme ultime, l'arsenic. Les peaux de ces bisons, de ces ours polaires et de ces cerfs n'ont pas seulement été traitées superficiellement, elles ont été littéralement saturées, baignées dans des savons arseniés hautement concentrés. Pendant des décennies, ces animaux ont agi comme des diffuseurs lents, relâchant des microparticules d'arsenic dans l'air climatisé du musée, créant un brouillard toxique invisible. L'arsenic est un poison systémique redoutable. Il ne tue pas immédiatement à faible dose, mais s'accumule. Il provoque des cancers du poumon, de la peau et de la vessie, des lésions cutanées irréversibles et des défaillances cardiaques. Le drame est ici rétrospectif et glaçant. Pendant près d'un siècle, des milliers d'écoliers en sortie scolaire, des familles en vacances, des passionnés de nature ont collé leur visage contre ces vitrines, respirant à plein poumon, inhalant sans le savoir une poussière mortelle. Les analyses récentes effectuées par des experts en matière dangereuse ont montré que le simple fait de déplacer un de ces animaux ou de tenter de le dépoussiérer pourrait libérer un nuage toxique suffisant pour contaminer gravement tout le personnel présent. Le musée est désormais une tombe scellée. Ces animaux, qui semblaient si vivants, sont devenus des déchets toxiques de haute catégorie qu'on ne peut ni nettoyer, ni brûler, ce qui libérerait de la vapeur d'arsenic dans l'atmosphère, ni enterrer sans risque majeur pour les nappes phréatiques. Ils restent là, dans le noir, gardiens empoisonnés d'un temple interdit. Numéro 7, la Bible du diable de la Bibliothèque nationale de Suède. En 7e position, nous trouvons un livre qui pèse le poids d'un homme et porte le nom de l'enfer lui-même. Conservé précieusement à Stockholm, le Codex Gigas est un ouvrage titanesque. Il mesure 90 cm de hauteur, pèse 75 kg et ses pages sont en vélin fabriqué à partir de la peau de 160 ânes. C'est le plus grand manuscrit médiéval au monde, une merveille d'artisanat, mais sa taille n'est rien comparée à sa réputation sulfureuse. On l'appelle universellement la Bible du diable. La légende de sa création est l'une des plus terrifiantes de la chrétienté. Un moine bénédictin du Moyen-Âge, Hermann le Reclus, condamné à être emmuré vivant pour avoir brisé ses vœux monastiques, aurait passé un pacte désespéré au seuil de la mort. Pour sauver sa vie et racheter son âme, il promit d'écrire en une seule nuit un livre contenant tout le savoir humain, glorifiant le monastère pour l'éternité. Vers minuit, les doigts paralysés par la fatigue, l'encre gelée et l'esprit brisé par l'ampleur impossible de la tâche, il comprit son échec. Dans un moment de folie, il n'invoqua pas Dieu, mais Lucifer. Le diable aurait alors répondu à l'appel, apparaissant dans la cellule, et aurait terminé l'ouvrage avant l'aube en échange de l'âme du moine. Il signa son travail d'un autoportrait en pleine page. Une créature grotesque, verte et rouge, à la langue fourchue, qui fixe le lecteur depuis des siècles, unique représentation de Satan de cette taille dans un texte religieux. Au-delà du mythe faustien, le danger est réel et tangible. Le livre a traversé les guerres, les incendies et les vols, portant malheur à ses propriétaires successifs, de l'empereur Rodolphe II, dont le château brûla, aux troupes suédoises qui l'ont pillé à Prague en 1648. Mais le codex représente aussi une menace physique directe pour quiconque s'en approche de trop près. Les encres médiévales utilisées pour ces enluminures spectaculaires contiennent des métaux lourds hautement toxiques, comme le cinabre, sulfure de mercure pour le rouge, et le minium, oxyde de plomb, pour l'orange. Au fil des siècles, ces pigments se dégradent en poussière fine invisible qui se dépose sur le vélin. Feuilleter ce livre sans protection respiratoire et cutanée, c'est s'exposer à une intoxication lente aux métaux lourds, risquant des troubles neurologiques graves. Le diable, semble-t-il, a empoisonné les pages mêmes de son œuvre pour s'assurer que personne ne puisse s'approprier ce savoir interdit sans en payer le prix fort, dans sa chair et dans son sang. Numéro 6. La momie malchanceuse du British Museum. En 6e position, nous trouvons un objet accusé d'avoir provoqué l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle, un événement gravé dans la mémoire collective. Au British Museum de Londres, sous le numéro d'inventaire apparemment anodin EA 22 542, se trouve un artefact en bois peint. Ce n'est pas une momie entière, contrairement à ce que son surnom indique, mais un couvercle de cercueil intérieur magnifiquement décoré, ayant appartenu à une prêtresse de haut rang du temple d'Amon-Ré. On la surnomme, avec crainte, la momie malchanceuse.
Dès sa découverte à Thèbes dans les années 1880, elle a laissé derrière elle un sillage de ruines et de désolation digne d'un film d'horreur. Le premier acheteur britannique a disparu dans le désert quelques heures après l'acquisition, sans laisser de traces. Ses compagnons de voyage ont été tués dans des fusillades accidentelles ou ont fait faillite dès leur retour en Europe, perdant fortune et statut social. Une fois arrivée à Londres, la relique a continué son œuvre macabre. Les photographes qui tant aimaient de la clicher retrouvaient leur visage déformé sur les négatifs ou mouraient dans d'étranges accidents domestiques peu de temps après. Mais la rumeur la plus persistante, celle qui a forgé sa légende noire, lie cet objet au Titanic. La légende, relayée par des journalistes de l'époque comme le célèbre William Stead, qui mourra lui-même lors du naufrage, raconte que ce couvercle maudit ou une réplique transportant son influence néfaste se trouvait dans les cales du navire insubmersible lors de son voyage inaugural vers New York. Certains spirites affirment que la malédiction de la prêtresse a influencé l'esprit du capitaine Smith, l'aveuglant face au danger, le poussant à ignorer les avertissements sur les icebergs. Bien que le musée nie formellement sa présence physique sur le navire, arguant que l'objet n'a jamais quitté Londres, la peur que cet objet inspire est bien réelle. Je vous pose la question, croyez-vous qu'un objet puisse porter une telle charge négative capable de faire couler un navire, ou n'est-ce qu'une série de coïncidences tragiques amplifiées par la peur ? Dites-moi votre théorie dans l'espace commentaire. Le débat est ouvert et votre avis m'intéresse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, des gardiens de nuit rapportent des bruits de pleurs et de coups sourds émanant de sa vitrine lorsque le musée est plongé dans l'obscurité. Numéro 5, Robert, la poupée, le tyran de Floride. En 5e position, avant Annabelle, il y avait Robert. Au musée Fort East Martello de Key West, en Floride, vit une entité sous la forme d'une poupée de marin en costume blanc, au visage couvert de cicatrices, le corps rempli de paille compacte. Il tient un petit lion dans ses bras et a l'air à première vue inoffensif. C'est un leurre grossier. Offert en 1904 au jeune Jane Otto par une servante bahaméenne versée dans la magie vaudou et la sorcellerie, Robert n'a jamais été un simple jouet. Dès les premiers jours de leur cohabitation, les parents de Jean entendaient leur fils converser avec la poupée dans sa chambre fermée à clé. Et ils entendaient la poupée répondre avec une voix gutturale, grave, totalement différente de celle de l'enfant. Les voisins affirmaient voir Robert se déplacer de fenêtre en fenêtre, observant la rue avec malveillance quand la famille était absente. Jane, une fois adulte, a gardé Robert toute sa vie, vivant dans l'ombre de la poupée, la blâmant pour chaque malheur, chaque échec, chaque accident qui lui arrivait, répétant inlassablement cette phrase devenue célèbre dans le folklore américain « C'est Robert qui l'a fait ». Aujourd'hui encore, l'influence de Robert est active et virulente. Il suffit de regarder les murs autour de sa vitrine blindée. Ils sont tapissés de lettres, des milliers de lettres d'excuses, manuscrites ou tapées à la machine, envoyées par des visiteurs du monde entier. Pourquoi ? Parce que la règle du musée est simple mais stricte. Il faut demander poliment la permission à Robert, à haute voix, avant de le prendre en photo. Ceux qui se moquent de lui ou qui le photographient sans accord le paient cher, accident de voiture en sortant du parking, perte d'emploi soudaine, divorce, maladies inexpliquées. Les lettres implorent le pardon de la poupée pour faire cesser la malédiction qui s'abat sur les sceptiques. Robert n'est pas un objet de musée, c'est une entité rancunière qui exige le respect absolu. D'ailleurs, vous êtes en train de le regarder à travers cet écran et son image est maintenant imprimée sur votre rétine. La prudence est de mise. Si vous voulez éviter d'attirer le mauvais œil ou une simple malchance, la tradition suggère de laisser une simple phrase dans les commentaires maintenant. « Je m'excuse, Robert. On ne sait jamais, mieux vaut ne pas prendre de risques inutiles. » Numéro 4, la chambre des horreurs du musée Mütter. En 4e position, nous pénétrons dans ce qui est sans doute le lieu le plus physiquement éprouvant sur Terre, un endroit où l'air lui-même semble lourd de souffrance. Le musée Mütter de Philadelphie. Ici, la mort n'est pas abstraite. Elle est crue, déformée et conservée dans du formol. C'est une véritable bibliothèque de la souffrance humaine. Squelettes de jumeaux siamois soudés par le crâne, côlons géants de 20 kilos dilatés par la maladie, corps transformés en savon par la composition chimique de la terre où ils étaient enterrés. Mais le danger ne vient pas seulement de la vue insoutenable qui retourne l'estomac des plus endurcis.
Le danger est biologique et chimique. Ces milliers de spécimens baignent dans des fluides conservateurs datant de l'époque victorienne. Des mélanges instables et volatiles de formaldéhyde, de chlorure de mercure et d'arsenic. En 2023, le musée a dû fermer certaines sections en urgence. Des bocaux anciens, dont les joints s'étaient dégradés avec le temps, commençaient à fuir, libérant des vapeurs cancérigènes et neurotoxiques dans l'air confiné des réserves. De plus, nombre de ces objets, nocellobjets, sont les restes de personnes mortes de maladies infectieuses virulentes au XIXe siècle, comme la variole, ou des souches de choléra aujourd'hui disparues. La question qui hante les virologues est la suivante: des traces d'ADN viral, protégées par le froid et la chimie, pourraient-elles être encore actives? Une rupture de confinement pourrait-elle libérer un pathogène oublié contre lequel nous n'avons aucune immunité? Le musée Mutter est une bombe à retardement biologique où les erreurs médicales du passé attendent de leur heure pour ressurgir, rappelant que la nature trouve toujours un chemin, même à travers la mort. Numéro 3. Les objets radiants du Smithsonian. En 3e position, voici des objets qui tuent sans jamais avoir besoin de vous toucher. Des objets qui émettent une mort invisible à travers le verre, le bois et la chair. Dans les réserves blindées de l'Institut Smithsonian à Washington, des étagères entières sont isolées derrière des murs de plomb épais. Les conservateurs ne peuvent y entrer qu'équipés de combinaisons de protection intégrale et de dosimètres. Ce qu'ils gardent avec tant de précaution, de simples montres, des réveils, des pots de peinture, c'est l'héritage tragique des Radium Girls. Au début du XXe siècle, le radium découvert par Marie Curie était considéré comme une substance miracle. Il brillait dans le noir, une magie luminescente vert pâle qui fascinait le monde. Des milliers de jeunes femmes furent embauchées pour peindre des cadrans de montres avec cette peinture spéciale pour les soldats de la Première Guerre mondiale. Pour affiner la pointe de leur pinceau et être plus précise, on leur a appris une technique fatale: les porter à leur bouche entre chaque coup de pinceau pour les humidifier. Sans le savoir, jour après jour, heure après heure, elles ingéraient du radium pur. L'horreur qui a suivi dépasse l'entendement. Le radium, mimant chimiquement le calcium, s'est fixé dans leurs os. Leurs mâchoires se sont nécrosées et désagrégées, leurs dents tombaient sans raison, leurs vertèbres se sont effondrées sous leur propre poids. Elles brillaient littéralement de l'intérieur avant de mourir dans d'atroces souffrances que la médecine de l'époque ne pouvait soulager. Les objets qu'elles ont produits, ces montres innocentes, sont encore hautement radioactifs aujourd'hui. Le radium-226 a une demi-vie de 1600 ans. Ces objets resteront mortels pendant des millénaires, bien après que nous ayons disparu. Ils sont la preuve éternelle et irradiante de l'insouciance criminelle de l'industrie. S'approcher de ces étagères sans protection, c'est inviter le cancer à s'inscrire directement dans son code génétique. Une condamnation à mort silencieuse et inéluctable. Numéro 2. Annabelle, la poupée démoniaque. En 2e position, elle est l'icône du mal absolu, la reine des objets maudits. Oubliez la poupée de porcelaine au visage effrayant des films hollywoodiens. La vraie Annabelle est faite de chiffon. C'est une poupée Raggedy Ann. Elle a des cheveux en laine rouge, un nez en triangle et un sourire cousu. Et cette apparence enfantine la rend encore plus terrifiante, car le mal se cache souvent sous des traits innocents. Enfermée dans le musée de l'occulte des époux Warren dans le Connecticut, aujourd'hui fermée au public, elle réside dans une cage constituée de bois et de verre sacré, scellée par des prières de ligature et bénie régulièrement par un prêtre. Un panneau de bois, gravé à la main, avertit sans ambiguïté: attention, ne pas ouvrir. Selon les célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren, Annabelle n'est pas hantée par le fantôme d'une petite fille solitaire, mais manipulée par une entité inhumaine, un démon puissant cherchant à posséder un corps humain. La poupée n'est qu'un conduit, un appât pour attirer les âmes faibles. Lorraine Warren disait souvent « Regarder Annabelle, c'est comme regarder le canon d'un fusil chargé ». Et cette comparaison n'était pas une métaphore. La preuve de sa dangerosité réside dans l'histoire tragique d'un jeune motard. Lors d'une visite au musée, ce jeune homme, sceptique et bravache, s'est moqué de la poupée devant sa petite amie. Il a frappé violemment à la vitre, la défiant de le griffer si elle était réelle, riant de sa nature de chiffon. Moins de 3 heures plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, il a perdu le contrôle de sa moto sur une ligne droite. Sans raison mécanique apparente, il a percuté un arbre et a été tué sur le coup.
Sa petite amie, qui a survécu à l'accident, a affirmé qu'il riait encore de la poupée juste avant que les freins ne lâchent inexplicablement. Annabelle ne pardonne pas l'insolence, elle attend patiemment la prochaine erreur, le prochain moment de faiblesse. Numéro 1. La boîte à 10 bucs. Nous y sommes. Le sommet de la terreur, l'objet considéré comme le plus dangereux de la planète. Ce n'est pas une arme de guerre, ce n'est pas un poison industriel. C'est une petite armoire à vin en bois, banale, usée par le temps, qui pourrait se trouver dans n'importe quel grenier. La boîte à 10 bucs. Dans le folklore juif ancien, un dibuc est un esprit malveillant, une âme disloquée qui cherche à s'accrocher au vivant pour achever une tâche inachevée ou semer le chaos. Cette boîte a été conçue pour l'emprisonner lors d'un rituel complexe, mais le sceau a été brisé par ignorance. L'histoire moderne de la boîte est une litanie de douleur, de terreur et de sang. Kevin Manis, qui l'a achetée dans une vente de succession à Portland, l'a offerte à sa mère pour son anniversaire. 5 minutes, seulement 5 minutes après l'avoir reçue et touchée, elle a été foudroyée par un accident vasculaire cérébral massif qui l'a laissée partiellement paralysée et incapable de parler pour le reste de sa vie. Ses seuls mots, griffonnés sur un papier avec sa main valide, furent de demander qu'on éloigne ce cadeau maudit. Tous les propriétaires suivants ont rapporté les mêmes phénomènes inquiétants et violents. Des cauchemars partagés d'une vieille sorcière qui les agresse dans leur sommeil, des odeurs pestilentielles de jasmin pourri et d'urine de chat surgissant de nulle part dans la maison, des maladies de peau fulgurantes, des vomissements de sang inexpliqués. Aujourd'hui, elle est la pièce maîtresse du musée hanté de Zak Bagans à Las Vegas. Elle est conservée dans une boîte en acrylique, isolée du reste du monde. La star mondiale Post Malone a commis l'erreur de s'en approcher lors d'une visite privée. Il n'a pas touché la boîte directement, mais il a touché l'épaule de son propriétaire qui, lui, était en contact avec l'objet. La réaction en chaîne fut immédiate et digne d'un scénario de film catastrophe. Atterrissage d'urgence de son jet privé, dont les pneus ont explosé en plein vol, accident de voiture, violent à Los Angeles, braquage à main armée de son domicile, tout cela en l'espace de quelques semaines. Les experts en paranormal et les rabbins qui ont étudié l'objet sont formels. Il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas lui parler. Il est même conseillé de ne pas la regarder dans les yeux trop longtemps, car si vous regardez l'abîme qui réside à l'intérieur de cette boîte, l'abîme, lui, vous a déjà repéré. Arsenic, mercure, radium, démons, notre voyage à travers ces sanctuaires du péril s'achève ici. Ces 10 objets nous rappellent une vérité fondamentale que notre époque moderne, obsédée par le contrôle et la sécurité, tente désespérément d'oublier. Nous ne sommes pas les maîtres de la réalité. Nous pouvons construire des murs de plomb, inventer des vitres incassables et sceller des portes avec des chaînes bénites, mais certaines forces, qu'elles soient chimiques, biologiques ou surnaturelles, trouveront toujours un moyen de s'infiltrer. Si cette exploration vous a glacé le sang ou si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir nos enquêtes et de nous aider à ouvrir d'autres portes interdites. Partagez ce documentaire avec ceux qui pensent que le passé est inoffensif. Et n'oubliez pas, si ces objets sont derrière une vitre, ce n'est pas pour les protéger de vous, c'est pour vous protéger d'eux. Et parfois, le verre n'est pas assez épais. À la semaine prochaine, si le sort le permet.